C'est terrible. On en est déjà à la moitié de la première saison des Anneaux de pouvoir et ça ne parle toujours pas d'Anneaux de pouvoir. Bref, parlons-en gentiment. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une nouvelle fois sur la série Les Anus du pourboire. Et avant tout, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière. Et là, vous avez tout, salade, tomate, oignon, y compris ma vidéo où je parle des 2 premières trilogies, ainsi que ma dernière vidéo où j'aborde le thème polémique. La polémique sur l'ethnicité, et là je parle de tout, je parle des origines de cette polémique et je donne mon avis sur tout ça, mon positionnement, bref, n'hésitez surtout pas à la voir. Et sachez que dans ma vidéo précédente sur l'épisode 3 des Anus du pourboire, je me suis fait fouetter les fesses par des gens pas très contents de ce que j'ai dit sur le fait que ce soit quelque peu vide, mais j'ai été très agréablement surpris de voir l'armée du Gondor venir défendre la forteresse de Plot Time. Ce qui me fait finalement peut-être croire que nous ne sommes pas une minorité. Et ça, c'est beau. Bref, ça y est, la première moitié de la saison 1 des Anneaux de pouvoir est enfin terminée, l'occasion idéale pour ceux qui ne l'ont pas encore fait depuis tout ce temps de s'abonner à ma chaîne YouTube et surtout cliquer sur la cloche. Car encore une fois, je n'ai pas fini de parler du Seigneur des Anneaux sur ma chaîne YouTube, pas seulement des Anneaux de pouvoir, évidemment. Bref, aujourd'hui, on se concentre sur l'épisode 4 du nom de La Grande Vague, un épisode d'1h10 et c'était long, hein. Les hommes de Tir Arad se réfugient suite à l'attaque secrète des orques. Mais Théo souhaite y retourner pour récupérer quelques provisions. On comprend que les orques étaient là pour mettre la main sur l'épée mystérieuse que possède le jeune homme. À côté, le projet de Celebrimbor commence doucement mais sûrement à prendre forme, et d'ailleurs je me dis c'est un peu bizarre parce que là ils ont commencé déjà à entamer les travaux et en parallèle on voit Galadriel qui n'a pas fait grand chose à Numénor. Genre ça veut dire que depuis le premier épisode il s'est écoulé plusieurs mois, c'est ça hein. Bref, Elrond n'est pas con, il sait que Durin lui cache quelque chose dans la vieille mine au-dessous du lac Miroir. Un nouveau minerai du nom de Mithril. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose! Il se passe quelque chose! Et réveillez tout le monde! Appelez le président, alertez les pompiers, il se passe quelque chose! Ah bah non en fait. C'est dingue ça. Bref, le père de Durin envoie son fils comprendre les intentions de Gil-galad. Sur Numénor, Régis Laspalès monte les hommes contre les elfes, ce pourquoi Ar-Pharazôn calme la foule en promettant au peuple que les hommes resteront maîtres de l'île. Galadriel, elle, tente de convaincre Myriel de se battre à ses côtés, en vain. Décidément, chaque scène ne sert vraiment à rien, c'est ouf. Et cette dernière fait du Matrix en sortant de prison par manque de confiance envers Ar-Pharazôn et compte rendre visite à Tar Palantir mourant. Ce faisant, Myriel finit par lui montrer la pierre Palantir, là d'où provient la vision de la submersion de Numénor. Et après quelques beaux discours, les Numénoréens finissent par partir aider la Terre du Milieu contre un danger. Alors lequel l'enjeu n'est tellement pas clair, puisque là, actuellement, je rappelle que tout ne se joue qu'au pif de Galadriel. Voilà, soyons bien clairs. Hein. Ce n'est pas comme si Numénor avait été attaqué ou je ne sais quoi. Non, c'est le pif de Galadriel. Elle a du pif. La meuf s'est dit, tiens, ça sent la merde là. Et du coup, tout le monde part avec elle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, la vision de l'engloutissement de l'île, c'est bien la fin de Numénor. Une fin provoquée par la trahison du pacte des hommes, qui souhaite fouler la terre de Valinor. Donc là c'est vraiment cool car ça nous a permis d'avoir un aperçu de ce qu'on ne verra peut-être pas si la série est annulée. Je déconne, évidemment. Évidemment qu'elle ne sera pas annulée. Je rappelle que la chute de Numénor est due aux agissements d'Ar-Pharazôn, corrompu par Sauron, et je ne sais plus s'il était Anatar à ce moment-là. Donc c'est pourquoi je fais appel aux fans hardcore sur cette question. Mais pour l'instant, on ne voit rien de tout ça, et je pense qu'on ne verra jamais tout ça au passage, vu la direction que prend la série. À la place, on nous parle d'une haine entre les elfes et les hommes, alors qu'il me semblait que les hommes de Numénor étaient au contraire amis des elfes. Et là aussi, je fais appel aux fans hardcore. Enfin, est-ce que il y avait vraiment ça dans les livres? Je ne crois pas. Hein. Ce qui fait chuter Numénor, c'est vraiment la gourmandise des hommes apeurés par la mortalité. Les Valar nous ont donné cette île pour saluer notre vertu.
Ils peuvent la reprendre si nous prenons les chemins des ténèbres. Non. Autrement, je me demande si le Balrog visible dans les trailers a un lien avec le Mithril, enfin en tout cas les mines creusées au fond de Khazad-dûm. J'imagine que oui, et je pensais vraiment qu'on allait le voir dans cet épisode. Pour le coup, ça aurait donné un peu plus de piquant. Et je vais faire appel une énième fois aux fans hardcore des livres par rapport à Arondir qui rattrape les flèches. Une scène qui a fait couler beaucoup d'encre dans les bandes annonces. C'est pas un petit peu bizarre puisque, ok, les elfes sont légers comme des plumes, ce qui leur permet de faire des cascades un petit peu spéciales. Par contre, là, ce qu'il est en train de faire, c'est ralentir le temps. Et c'est très bizarre, non? Et nous comprenons ensuite que l'épée étrange a en fait un lien, évidemment, avec Sauron. Mais chut, chut, il ne faut pas en dire trop. Parce que sinon, l'histoire risque d'avancer. Voilà, faut bien rentabiliser la licence, bien prendre son temps. Voilà, sinon, vous savez, dès que l'épisode commence, on a un magnifique panorama sur Numénor, encore un, et dès qu'on entend la voix de Myriel derrière, j'étais vraiment là. Putain, j'ai oublié qu'il ne se passait rien dans cette série. Et franchement, ça n'a pas manqué. Hein. J'en profite aussi pour dire que Cynthia Ade Robinson, pour moi, je trouve, joue vraiment très mal. Si ce n'est très très mal, c'est exaspérant. Un surjeu que partage également l'actrice Morphy Clark, c'est pas terrible. Ça ne me sort pas non plus de l'univers, c'est juste pas dingue. J'aurais personnellement trouvé ça intéressant de démarrer l'épisode sur un autre arc, comme par exemple Elrond qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on n'a pas vu pendant un épisode entier, ce qui fait que lorsqu'on commence à nouveau sur Numénor, je me suis dit mais encore Numénor, c'est dingue. Par contre, ça nous a permis de démarrer sur une séquence spectaculaire de Numénor qui se fait submerger, mais je pense qu'il aurait fallu garder ça pour un autre épisode. Pour l'instant, le dosage de cette série est tellement étrange. C'est-à-dire que là, on a eu une indigestion de Numénor d'un coup, alors que juste avant, on nous montrait des arcs différents au sein d'un seul et même épisode, ce qui fait qu'on se tape des semi-réponses très tardives sur l'épée mystérieuse de Théo, qui semblait être un enjeu important. Et il se passe des choses dans cet épisode. Enfin, je précise ça pour éviter de me faire fouetter les fesses par les gens qui me disent « Eh ben, on n'a pas vu la même série, hein !» Oui, il se passe des choses. Par contre, je trouve que ces choses ne sont fondamentalement pas intéressantes. Ils ont pris la liberté de raconter l'histoire des anneaux de pouvoir sur la fin du second âge, et pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée, histoire de créer un climax avec de l'intérêt. Bon, même si tout est compressé et mélangé, voilà, je n'y reviendrai pas. Mais pourtant, ils arrivent quand même à obtenir ce rythme complètement au ralenti, alors que c'est la période où il se passe le plus de choses. Au bout de 45 minutes d'épisode, je vous jure, je me suis dit, mais putain, mais il reste encore 25 minutes, c'est dingue. Sur la barre de lecture de Prime Video, vous savez, on peut prévisualiser ce qui va se passer, et voilà, j'avoue que j'ai un peu regardé pour voir s'il allait avoir quelque chose d'intéressant, exemple un Balrog, mais au final, la suite parle d'elle-même. R. Prenez par exemple l'arc de Théo. Il se passe des choses, on est d'accord. Le fait qu'il récupère l'épée, qu'il tombe sur les orques, il se passe des choses. Par contre, je trouve ça juste scénaristiquement pas très intéressant. Lorsqu'on voit Arondir sauver la mise du garçon, je me suis rappelé que de toute façon, ces deux arcs étaient liés depuis le début. Donc en fait, on est juste revenu au point de départ. Il y a juste quelques personnages inintéressants morts, et on n'a quasiment rien appris sur Hadar. Alors qu'on nous avait teasé un énorme truc à la fin de l'épisode 3 sur Hadar, et au final, bah rien quoi. En tout cas, rien de vraiment palpitant. Et même la scène d'action contre les orques, complètement en ralenti, pourquoi c'est en ralenti? On ne ressent rien. Il n'y a aucune intensité. Alors j'ai compris qu'ils ont fait ça juste pour faire quelque chose de joli, enfin la série ne fait que ça. Mais là c'était le moment pour mettre un petit peu de nervosité, enfin le fait qu'il se fasse poursuivre, il fallait que la caméra bouge un petit peu plus. Ce qui fait que à force de traîner comme ça, on va finir par se taper une indigestion de scènes d'action dans les derniers épisodes. Un véritable problème de dosage. Ce qui fait que maintenant, je suis en train de me poser des questions sur plein de trucs. Par exemple, le Balrog qu'on voit dans les bandes annonces dans la série, est-ce qu'on le voit juste en train de faire « Ah gros !» ou est-ce qu'on le voit avec un vrai combat? Je me demande, est-ce qu'on va juste le voir grogner et les gens vont fuir et refermer le passage? C'est intéressant comme question ça. Et comme toujours, les dialogues, c'est toujours pas ça, hein. Voyez ce qui se passe quand vous cessez de galoper et que vous prenez un moment pour réfléchir. Cessez de me comparer à un cheval. Ta gueule. Allez, on va finir sur quelques notes positives. L'animation sur l'épée est très jolie avec les FX de fumée. C'est vraiment bien fait, ça fait très geek. Et puis on a eu aussi quelques plans jolis. Voilà, comme toujours, la série est jolie visuellement. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans ma vidéo précédente, il y a des gens qui se sont plaints du fait que j'ai dit que ce soit vide.
en mode bah dis donc on n'a pas vu la même série hein. Ah bah je pense que oui, on n'a pas vu la même série et pour le coup j'aimerais bien avoir le nom de votre série. De plus, les gens qui me disaient ça n'argumentaient pas derrière, alors que moi, j'avais mes raisons de dire ça. Dans l'épisode 3, qu'est-ce qu'il se passe d'autre que Galadriel qui arrive sur Numénor, comprend l'origine du logo, Arondir qui coupe un arbre, et les Numénoriens qui brassent de l'air comme ça en parlant sur une elfe. Ah, et on voit Hadar arriver à la fin en flou. Pour moi, ça, plus vite tu meurs. Pour beaucoup, voir un enchaînement de gros panoramas justifie l'existence d'une fiction, sauf que non, ça ne marche pas comme ça en fait. Pour ma part, ce que je reproche en plus grande partie à cette série, c'est d'essayer de faire un truc stylé en se sentant profond, de façon un peu prétentieuse, disons-le, alors qu'en fait, tout est aseptisé jusqu'à l'os. De la fidélité au livre à l'intérêt porté aux personnages. Personnages énormément inventés par rapport aux écrits, et même les personnages déjà existants ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on connaissait à la base. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter cette vidéo grâce à vos commentaires de ma vidéo précédente. Alors comme je vous l'ai dit, l'armée du Gondor est venue défendre ma forteresse de Plottime, mais quelques orques ont réussi à pénétrer dans cette dernière par le biais de messages privés sur les réseaux sociaux, afin de m'insulter et de m'harceler, etc. Donc pour punir ces personnes, j'ai décidé de vous lire un message que j'ai reçu, un message très rigolo, et évidemment, je suis sympa, je ne dirai pas le nom. Là, vraiment, je te trouve très dur et gourmand. Oula, on reconnaît la team des éternels insatisfaits. Arrête d'aller chercher des détails juste pour parler en mal de la série. Tes justifications sont pitoyables. Arrête de faire de la comparaison à chaque plan. C'est une adaptation, pas un putain de copier-coller. Merde, alors, c'est pas une adaptation, hein. Ça n'a juste rien à voir, c'est pas pareil. Je veux dire, enfin, Game of Thrones, le House of the Dragon, ça on peut parler d'adaptation. Sauf que là, ça n'a rien à voir ce qu'on voit. Laisse-toi plonger dans l'aventure en oubliant toutes tes comparaisons à 2 balles, parce que là, tu attires plein de gros trous de balles qui n'ont même pas vu un épisode. Bah si, en fait, je crois que si. Je pense qu'on a tous vu les épisodes, mais qui se basent sur tes vidéos pour après être dans ton sens. Voilà. Tu les as dans la poche et même si c'est bien et que tu leur dis que c'est de la merde, ils n'écouteront pas leur propre avis. Je ne dis pas que la série est sans défaut, mais là tu joues les Raymond de la science infuse. Je sais tout, donc ça, c'est pas la même chose, donc moi, Plottime, je dis que c'est de la merde et c'est comme ça, bon, c'est la ponctuation, c'est pas ça, hein. Tu ne donnes pas la possibilité au spectateur de se retrouver dans ce qu'il a trouvé bien. Tu essaies juste de corrompre le bien avec le mauvais. Tu es donc un bouffon de la sphère, Internet qui attise la haine. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir aimé l'épisode 3. Vraiment, c'est... Ah là là, je suis tellement désolé, je devrais aimer, c'est triste, hein. Bref, voilà le genre de message que je reçois. C'est très intéressant. Et sachez que je me suis même fait traiter de raciste et de misogyne, et ça vraiment, ça sort de nulle part. Plus gratos tu meurs, puisque dans ma vidéo sur l'épisode 3, je ne fais que parler de l'épisode. Bref, autrement, j'ai vu certains dans les commentaires parler d'une potentielle chute d'audience. Chute d'audience qu'Amazon se garde bien de nous dire. Je vous ai parlé de 25 millions de téléspectateurs sur les premiers épisodes, un chiffre qui a été montré partout sur tous les articles, également sur la page officielle Twitter de Amazon Prime, mais j'ai vu certains dire qu'Amazon joue en fait un petit peu sur les chiffres. Apparemment 25 millions représentent les chiffres en vue, je ne suis pas sûr de ce que je dis, et le premier épisode représente en vérité 1,8 million de téléspectateurs, avec une baisse de moins 28% d'audience dès le deuxième épisode, on se retrouve avec 1,3 million. En gros, les épisodes suivants sont un petit peu en chute libre. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr à 100%, là je me base vraiment sur les commentaires, car j'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai du mal à trouver un article fiable sur ça. Thibaut Burset, lui, nous sort une théorie sur le fait que Halbrand est en fait Sauron. Sauron ou un Nazgûl. Apparemment, ça saute aux yeux de beaucoup de gens, mais en fait, pour moi, cette théorie est tellement loin des livres que je n'ai même pas réussi à m'imaginer une telle chose. Mais en tout cas, sachez-le, apparemment, Halbrand égale Sauron. Voilà, c'est what the fuck, mais... why not? LOT, je ne sais pas du tout comment se prononce ce pseudo, réagit par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Vous savez, sur le fait que les nains et les elfes ne sont pas amis, contrairement à ce qu'on voit dans la série. Et là, il vous explique que la haine elfe-nain existe surtout parmi les elfes Sindarin, et non les Noldor. Celebrimbor est justement présenté comme l'ami des nains de Khazad-dûm. Le problème, c'est que même là, la série a raté un coche, puisque c'est justement Celebrimbor qui est présenté comme l'ami des nains, et non Elrond. Donc peut-être qu'il aurait fallu donner plus d'intérêt à Celebrimbor
qu'à Elrond. Nous avons ensuite Drop Anne qui nous dit que la partie chez les Pieds Velus commence un tout petit peu à être lourdingue. Lourdingue et sans intérêt. Pieds Velus qu'on n'a pas vu dans l'épisode 4. Voilà, encore une fois, problème de dosage. Alors je reviens vite fait sur Game of Thrones quand on présentait différents arcs, mais il me semble qu'on voyait chaque arc différent dispatché en plusieurs parties dans un seul épisode. C'est-à-dire que quand on voyait un arc, on ne revenait pas dessus plus tard, sauf peut-être à la fin en guise de cliffhanger. Voilà, là j'ai encore parlé d'une idée de narration plutôt intéressante. Mais là, en fait, ça m'est venu comme ça, mais ce qui commence à me faire peur, c'est que tous les arcs présentés dans cette série, en fait, ne sont là que pour le fanservice. Et j'ai peur qu'à la fin de la saison, on se rende compte qu'il y a en fait aucun lien entre eux. Genre, ça se trouve, en fait, l'arc des Pieds Velus est juste là pour faire un clin d'œil à Gandalf, si le maillard qui est tombé du ciel est bien Gandalf. J'ai peur que l'arc des nains n'est là que pour faire un clin d'œil au Balrog, le Balrog et le Mithril, même si là, à la limite, il y a quand même un lien entre les nains et les elfes pour construire la forge, le projet de Celebrimbor. Mais tout ce parallèle sur le Mithril, j'ai peur que ce ne soit là que pour le fanservice. Nous avons ensuite No Pineapple, qui nous dit que Galadriel a le tempérament d'une ado de 19 ans, alors qu'elle est censée avoir plusieurs milliers d'années derrière elle. Et sur quoi j'ajoute que, en effet, normalement, elle existe depuis les années des arbres. Elle est tellement sage et puissante de l'intérieur que ce n'est pas pour rien qu'elle soit présentée comme telle dans la trilogie originale. Elle est vraiment présentée comme une déesse éblouissante, pleine de sagesse à tel point qu'elle brille. Galadriel, ce n'est pas une humaine, clairement pas. Elle avait l'air d'ailleurs beaucoup plus forte de l'intérieur que cette version femme forte humanisée lambda dans cette série. Et nous finissons sur Alexandre Guilla qui hallucine sur Arondir qui se plaint, qui culpabilise de couper un arbre alors que son armure est faite en quoi? Et ça, c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Ses flèches sont faites en quoi? Son arc, c'est pas du bois ça? C'est quoi? Bref, c'est complètement con. Franchement, c'est terrible cette série. C'est vraiment terrible. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait avec autant d'argent. Ils avaient une mine d'or entre leurs mains et je trouve qu'ils ne l'ont pas assez bien exploité. Bon, évidemment, on en est qu'à la moitié. Là, je vois les gens qui défendent la série qui vont dire « Eh, mais c'est bon, mais c'est juste le début, hein. » Non, là, c'est la moitié. Et forcément, le truc que je vois venir, c'est qu'il va se passer plein de trucs d'un coup dans les derniers épisodes, à tel point à en faire une indigestion. En tout cas, je parlerai justement de ce que sont capables de faire les vrais passionnés. Il y en a. En effet, sur ma chaîne YouTube, j'ai encore plein de choses à aborder sur ce sujet et pas que les anneaux de pouvoir. Donc je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche. Mais de votre côté, si vous avez des analyses à me fournir, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et sur ce, on se laisse ici. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous le pouvez pour me soutenir financièrement. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.